Alors, ça me fait plaisir d'être ici et surtout de parler de ce sujet-là parce que depuis que j'ai commencé en éthique, il y avait deux axes qui étaient très importants pour moi. Un, comment on rentre ça dans les organisations et d'une façon qui est logique avec la créature qu'est une organisation. Okay? Et deuxièmement, le souci d'autrui. Parce que pour moi, l'éthique, c'est beaucoup une question de souci d'autrui. Georges Legault nous parle beaucoup de vivre ensemble, mais pour moi, ce que je vais chercher là-dedans, c'est que si on vit et on travaille ensemble, si on ne se soucie pas d'autrui, ça ne peut pas fonctionner comme il faut. Alors, ça a toujours été dans mon esprit et mon doctorat m'a permis, en fait, de travailler là-dessus. Également au niveau des gestionnaires, qui pour moi sont vraiment au cœur de ce qui se passe en éthique dans une organisation et qui sont toujours pris en sandwich. Hein? Dans une organisation, entre les attentes qu'on leur demande d'en haut et le vivre ensemble en bas souvent, les fournisseurs et tout ça. Donc, c'est un travail pour moi qui avait beaucoup, beaucoup d'importance. Alors, j'espère pouvoir vous faire partager cette importance aujourd'hui. Alors donc, juste pour vous donner une idée, je sais qu'il y a certains chercheurs dans la salle, il y a des praticiens aussi, et il y a aussi des gens du grand public. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas ça trop académique, mais ça me fera plaisir de répondre aux questions plus académiques par la suite, soit ici ou en dialogue par la suite. Alors, je vais juste parler un peu de la problématique, pourquoi j'ai fait cette recherche-là. Ce qu'en dit la littérature, très brièvement, je vais clarifier certains concepts que j'ai utilisés pour faire ma recherche, pour qu'on se comprenne bien de quoi on parle. Rapidement sur la méthodologie. Alors, je vais passer ces points-là assez rapidement pour vraiment qu'on puisse se concentrer sur les résultats de la recherche et qu'est-ce que ça vient contribuer à notre dialogue en éthique. Ça va? Je vous demanderai en autant que possible de garder vos questions pour la fin, à moins qu'il y ait un bout où vous ne compreniez vraiment pas où je m'en vais. Normalement, ça ne devrait pas se produire, mais quand même. OK? La problématique. En fait, ce que je voyais, avec tous les scandales qu'on a eus, et plus particulièrement depuis Enron 2002, crise financière 2008, une grosse perte de confiance envers les gestionnaires. Ce qu'on entend dans le grand public, les gestionnaires, ils pensent juste à l'organisation, à la performance, ils ne pensent pas aux êtres humains. Et c'est vraiment cette perte de confiance-là est importante. Et pour moi, ce qui rendait ça problématique, c'est problématique en soi, mais en plus, c'est que lorsque moi, j'interviens en organisation, je voyais des gestionnaires qui, eux, tentent de se préoccuper d'autrui. Alors, je me disais, bon, il y a vraiment un disconnect entre ce qu'on voit dans la pratique et ce qu'on voit vu du dehors. Et c'est vrai qu'il y a certains gestionnaires qui ont fait des choses qui étaient peut-être un peu déplorables, mais ceci dit, comment ça se fait qu'il y en a certains qui réussissent à le faire? Comment ils réussissent, eux, à intégrer le souci d'autrui dans leurs préoccupations, dans leur gestion? Alors, c'est quelque chose qui me travaillait. Je savais que c'était difficile pour eux, par contre, parce que les attentes en termes de performance, rentabilité, tout ça ne font que croître. Comparé à lorsque j'ai commencé dans le milieu du travail dans les années 80, alors on a maintenant une grosse emphase là qui rend ça beaucoup plus difficile de se préoccuper de l'être humain au bout. OK? Alors donc, j'étais dans cette problématique-là. Ce que je constate également, quand on parle de développement durable, d'éthique ou de responsabilité sociale, les attentes envers les organisations croissent en termes de souci d'autrui. Sous ces trois vocables-là, il y a une attente que l'organisation se préoccupe d'autrui. Et nos organisations, dans le moment, ont beaucoup de difficultés à répondre à cette demande-là. Alors, et c'est normal qu'on ait des attentes accrues, évolution sociale, mais aussi justement tous ces scandales-là, toute cette méfiance-là. Alors, je me dis comment on peut aider l'organisation à répondre à cette demande-là. Et pour pouvoir y répondre, bien, il faut comprendre ceux qui le font, comment ils le font. Plutôt que, je ne suis pas du genre à arriver de l'extérieur et à dire « voici la grande vérité ». Pour moi, ce n'était pas ça. C'était allons voir les gestionnaires qui réussissent à intégrer le souci d'autrui, comment ils le font, et construisons là-dessus pour aider les organisations à mieux répondre à ces attentes-là en matière d'éthique, développement durable et responsabilité sociale. Okay? Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en même temps, c'est trouver un point de jonction entre ces trois préoccupations-là, qui, dans le moment, sont gérées de façon quasi indépendante dans les organisations. Les gens en développement durable ne parlent pas aux gens en éthique. Ils ont des budgets différents. Il n'y a pas de coordination. C'est un autre de mes soucis, une autre recherche plus tard. Mais je trouvais que le souci d'autrui était intéressant en ce sens que c'est une préoccupation commune à quelque part des trois.
Donc, d'où la recherche que j'ai faite et ma question de recherche qui était, bien, comment les gestionnaires, est-ce qu'ils intègrent le souci d'autrui dans leurs décisions? Il faut bien comprendre, et particulièrement pour ceux qui sont plus du milieu académique, je ne cherchais pas à savoir, à faire une explication du phénomène en trouvant différentes variables pour dire c'est ça qui fait qu'ils en ont, qu'ils n'en ont pas. Je cherche à comprendre comment ils le font. OK? Ça a été très important au niveau méthodologique là, dans ma recherche. La littérature dit quoi dans le moment? Bien, elle nous parle de trois façons, de façon globale. J'ai essayé de retenir trois grandes façons où la littérature nous parle du souci d'autrui. Si on est en gestion ou en psychologie, on en parle surtout en termes d'une variable causale. Il y a des gens qui en ont, il y a des gens qui n'en ont pas. OK? Alors, s'ils en ont, bien là, ça va paraître dans leur gestion. Quand on regarde au niveau de la littérature en prise de décision morale, je parle plus de la littérature anglo-saxonne en éthique, qui est en réalité de la prise de décision morale, le développement moral cognitif, bien là, on dit que le souci d'autrui vient de quoi? De l'application de certaines obligations morales. OK? Alors, des obligations morales qu'on croit devoir appliquer, c'est ça qui va nous amener à tenter d'éviter de faire de tort à autrui. Et un troisième groupe de littérature où là, c'était plus une préoccupation de l'individu de faire attention aux conséquences de ses actions. Alors, généralement accompagné d'empathie, entre autres. Des fois de compassion, empathie. Je n'irai pas dans les distinctions théoriques, là, mais... Alors ça, on retrouvait ça dans la littérature sur l'éthique de la sollicitude, notre littérature en éthique appliquée, celle sur le développement moral affectif, donc Hoffman et ces auteurs-là. Alors, ça me semblait être trois grandes façons où le souci d'autrui pouvait se retrouver. Mais ça ne me permettait pas tout à fait de voir, oui, mais c'est intégré comment dans le processus qui suit quand ils prennent une décision. OK? C'était pas clair pour moi encore. Je suis donc allée voir la littérature sur la prise de décision. Et les deux grands courants, la littérature en gestion, où on prend bien garde de ne pas trop parler de ces choses-là. Parce que le gestionnaire ou le décideur dans une organisation qui décide rationnellement doit prioriser les intérêts de l'organisation. Et on a d'autres courants de littérature en gestion qui disent, oui, mais des fois, c'est les intérêts de son groupe qui va prioriser, et des fois, malheureusement, c'est ses intérêts personnels. Mais c'est comme si il n'y en a pas de souci d'autrui, il est comme absent de la littérature en gestion, de façon assez intéressante. C'est comme tout simplement pas là. OK? Alors, je me suis tournée vers la littérature sur la prise de décision éthique, où dans des études qui ont eu cours au début des années 80, très intéressantes, ceux d'entre vous qui font de la recherche dans le domaine, je vous invite vraiment à regarder ces auteurs-là, Toffler, Waters and Bird, où eux ont cherché à comprendre comment les gestionnaires faisaient. C'était quoi la vie d'un gestionnaire au niveau de l'éthique? Qu'est-ce qu'il y avait comme tiraillement et tout ça? Et une piste très intéressante parce que ça disait vraiment, il y a un tas de situations où on peut être tiraillé comme gestionnaire. Ça fait partie de notre vie courante. Sauf qu'ils ne précisaient toujours pas comment c'est intégré dans leur processus de prise de décision. Alors, ça ne me donnait toujours pas ma réponse. Et depuis 1986, malheureusement, la plupart des études empiriques en éthique, c'est vraiment très causal. Alors, si on a ça comme personnalité, ils vont décider de telle façon. Si on a ça comme... Alors, pour moi, ce n'était pas ça qui m'intéressait. C'était vraiment de comprendre leur processus de prise de décision. Bref, la littérature est insuffisante en ce sujet-là. Donc, bravo, ça me permet de continuer avec ma recherche. Alors, quelques concepts, ça va jusque-là? Oui? OK, quelques concepts encore là, on n'ira pas trop en profondeur, mais pour bien comprendre de quoi je parle. Premièrement, c'est quoi prendre une décision? C'est supposé être simple, hein? C'est pas si simple. Processus de base, et je l'ai fait linéaire juste pour simplifier. C'est pas si simple que ça, mais quand même. Normalement, il y a un événement qui nous déclenche, qui dit « Hey, c'est pas correct ça », ou « C'est pas ce que je devrais voir, il y a un problème ». Suite à ça, il y a une qualification du problème. Quel type de problème que c'est? C'est un problème de gestion, un problème administratif, il y a comme un processus, ceux qui sont plus versés dans la littérature en éthique appliquée, hein, quand on parle de normativité, dont Luc a écrit là-dessus, on a Boisvert et compagnie qui ont repris,
l'idée des normativités, des types de qualifications qu'on donne au problème qui va comme nous envoyer sur une certaine piste de c'est comme ça qu'on réfléchit tel type de problème. Si c'est un problème technique, c'est comme ça. Si c'est un problème juridique, c'est comme ça. Si c'est un problème stratégique, c'est comme ça. Très, très utile. Moi, je m'en suis servi beaucoup. Aujourd'hui, je vais en parler très peu, parce que ce serait une autre conférence au complet. Mais je dois vous dire, à ma grande surprise, quand j'ai commencé ma recherche, je ne m'attendais pas du tout à me servir du concept des normativités et ça a été très, très, très utile. Bref, donc, on détermine c'est quoi le genre de problème, donc comment je dois y réfléchir. C'est quoi les aspects importants que je dois regarder? Quand je regarde, par exemple, un problème stratégique, on se comprend que je regarde la performance à long terme de l'organisation, notre compétitivité, etc., etc. C'est ça qui est ma priorité. Le reste, je ne le vois pas beaucoup. OK? Après ça, on évalue la situation. Hein? Ça a de quoi? Il est où le problème? On choisit notre solution. Et après ça, étape très importante qu'on oublie souvent dans la littérature, on l'implante. Vous allez voir tout à l'heure dans les résultats jusqu'à quel point c'est important pour le souci d'autrui, l'implantation. Ceci dit, le contexte, bien joué. Et les éléments du contexte que j'ai regardés plus particulièrement, c'est la perception que le gestionnaire a des valeurs de l'organisation et de son rôle. Pas le type d'organisation auquel il appartient. Ça ne s'est pas avéré si important. Mais comment il se perçoit comme gestionnaire? Je suis là pour gérer de l'argent, gérer de la performance, ou pour aider des gens à réaliser leurs fonctions. Complètement différent comme façon qu'ils vont avoir de décider. J'ai regardé aussi les émotions. Bon, on a certains auteurs en éthique, en gestion, qui font allusion que c'est important, mais on n'est pas rendu très loin en recherche pour voir dans quelle mesure ça vient jouer dans la décision. Alors, pour moi, ça a été un facteur vraiment très important dans l'étude. Et finalement, les autres décisions liées, c'est-à-dire qu'une décision se passe rarement en isolation. Pourtant, dans la littérature, on fait comme si. Et dans les études empiriques, on fait comme si. On étudie une décision isolée. Moi, j'ai choisi plutôt d'étudier la démarche de résolution de problème. C'est-à-dire, pour une situation donnée qui s'avère problématique, il y a peut-être 3, 4, 5, 6, 7 même décisions de suite dans le temps. Et on ne peut pas comprendre la 5e si on n'a pas pris connaissance des 4 qui ont précédé. Ça change complètement la façon d'analyser, de comprendre la décision. Alors pour moi, ça a été bien important d'étudier ce que je vais appeler la DRP, donc l'ensemble des décisions, soit simultanées ou successives. OK? Et encore là, quand on va analyser les résultats, vous allez voir. Alors pour moi, on ne peut pas bien comprendre la décision si on n'a pas considéré ça. Donc, en gros, ma recherche, je me suis concentrée sur quoi? Comprendre le souci d'autrui dans la décision, mais tant dans les différentes composantes d'une décision que dans la DRP, dans l'ensemble des décisions successives. Ça va pour tout le monde? OK. Donc, le plancher est mis. C'est quoi intégrer le souci d'autrui? On peut avoir différentes façons de définir le souci d'autrui. Et c'est vraiment dans le sens de c'est quoi intégrer ça à sa décision. La façon que je l'ai définie, à partir de la littérature existante, OK? Donc, c'est de considérer les intérêts, les droits ou le bien-être d'autrui, que ce soit bien-être physique, psychologique ou matériel, dans sa prise de décision. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on le priorise, ça veut dire qu'on le considère sérieusement dans sa décision, que ce soit par des obligations juridiques, déontologiques ou morales qu'on applique, ou encore au niveau d'obligations professionnelles. Ça, c'est quelque chose que j'ai ajouté à la littérature existante, c'est-à-dire qu'en faisant ma recherche, souvent, on revenait sur le point, bien, un bon gestionnaire fait ça. Un bon coach, moi, je me définis comme gestionnaire comme un coach, bien, c'est dans les meilleures pratiques d'un bon coach. C'est ça que tu fais. Alors, c'est quelque chose, c'était curieux, parce que je n'avais jamais vu ça dans la littérature en soi, sous cette forme-là, mais c'est vraiment une sorte de souci d'autrui qui me semblait importante à ajouter. Et qui vise toujours la protection d'autrui, OK? Ou encore en se préoccupant des conséquences. Donc là, on arrive vraiment à notre troisième catégorie de souci d'autrui, en se préoccupant des conséquences sur autrui. Donc, ce qui est important à retenir ici, c'est qu'il n'y a pas juste une façon d'avoir du souci d'autrui. Il y en a plusieurs. Et comme on va voir, à l'intérieur de la DRP,
Ça va varier. On va passer d'une à l'autre très souvent, ce qui est vraiment fascinant. OK, donc, juste pour rapidement, hein, donc, le souci d'autrui juridique, j'applique des obligations juridiques. Donc, la façon que je considère le bien-être d'autrui, c'est en me disant, par exemple, il y a une loi qui interdit la discrimination. C'est illégal de discriminer. Et c'est ça qui va me porter à m'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination. Dans le souci déontologique, c'est soit que le code de conduite de l'organisation ou ses politiques internes, ou encore, ça peut être mon code de conduite professionnelle, établissent une obligation, et c'est en vertu de ça, bon, je pense à une de mes gestionnaires où vraiment il y avait effectivement un cas de discrimination sérieux de la part d'un client, et pour elle, c'était même pas le bien-être de l'autre, c'était dans les politiques de la banque, c'est très clair, tu ne peux pas faire ça. Alors, son souci, elle se souciait de l'autre, mais par le biais de cette obligation qui était dans les politiques de l'entreprise. Le souci d'autrui moral, donc c'est une obligation morale qu'on sent qu'on a le devoir d'appliquer, donc ne pas tuer, ne pas voler, etc. Et mon fameux souci d'autrui professionnel que j'ai expliqué tantôt, ce qu'un bon professionnel doit faire, et ce que j'ai qualifié de souci d'autrui éthique, c'est tenir compte de notre souci d'autrui, le considérer dans notre décision par l'intégration de sa préoccupation. On est dans un autre registre tout à fait. On intègre notre préoccupation dans notre prise de décision. Méthodologie, très rapidement, j'ai travaillé avec quoi? Bien, mon unité d'analyse, ça a été des gestionnaires intermédiaires. C'est vraiment sur ça, à cause justement de leur position de prix en sandwich. Ça aurait pu être très différent si j'avais pris, par exemple, le niveau exécutif. Mais pour moi, le fait qu'ils sont constamment en conflit de rôle, hein, qu'ils sont constamment tiraillés de tous les côtés, rendait ça d'autant plus intéressant. J'ai travaillé avec 10 gestionnaires. Important à préciser, c'est du milieu bancaire. Le contexte est important. J'aurais fait la même recherche dans le secteur de la santé, il y aurait sans doute eu des variations. OK, là, on est dans le milieu bancaire, une banque, une coop, pour voir si justement la nature de l'entreprise peut être importante. Et chacun des gestionnaires m'a donné 2 situations, donc 2 DRP, hein, problématiques, où il avait été tiraillé, où il y avait eu de la difficulté à prendre sa décision, pour un total de 58 décisions étudiées. OK, donc ça donnait quand même un bon bassin. Comment je suis allée chercher les données? Un résumé écrit que je leur ai demandé de faire, avant même que je leur pose des questions. 3 entretiens. Alors, j'ai passé une moyenne de 5 heures avec chacun d'entre eux. Hein, chaque entretien avait au moins 1h30. OK? Pour vraiment creuser la question. Et mon but, c'était de, en quelque sorte, reconstruire la décision qu'ils avaient prise. Et tout l'ensemble des décisions qu'ils avaient prises sur le problème. Et je leur ai aussi fait faire des dessins. Ce qui est très intéressant, quand vous essayez de faire dessiner des banquiers, vous avez beaucoup de petits bonhommes allumettes. Mais c'était quand même très intéressant parce que c'est une méthode, ceux d'entre vous qui font de la recherche, c'est une méthode qui permet d'utiliser l'autre côté du cerveau pour raconter l'histoire. Et c'est là que sortent le mieux les émotions reliées à la décision. Hein, ils sont moins dans le rationnel. Alors, quand les émotions lèvent, des émotions qui sont présentes même 2-3 ans après par rapport à la difficulté, j'en ai même qui sont venus les larmes aux yeux en racontant ça, mais c'est le dessin qui a fait sortir ça. Alors, très intéressant comme méthode. Puis, certains documents internes, là, par exemple, s'il y avait eu des mesures disciplinaires, l'avis de mesures disciplinaires, tout ça. Ce qui est important aussi, c'est quel type de situation qu'on a étudié. Moi, je leur ai demandé de dire, donnez-moi des situations où vous étiez tiraillés à cause des impacts possibles sur autrui. C'est important aussi pour comprendre mes résultats. Ce n'est pas n'importe quelle décision là, que je leur demandais. C'est là où vous étiez tiraillés parce que vous voyez bien qu'il y avait des impacts sur autrui. OK? Et quand je leur disais tiraillés, c'est quoi? C'est des situations où ils ont eu de la difficulté à prendre une décision. Hein, où ils ont hésité, il y avait un malaise. Bon, je n'ai pas dormi hier soir parce que, OK, j'ai évité d'utiliser le mot souci d'autrui parce qu'évidemment, je ne voulais pas biaiser les résultats. Hein, quand on utilise des mots à connotation morale comme ça, là, les gens essaient de bien paraître des fois. Hein? Alors, j'ai fait bien attention d'éviter ça. OK, là, on tombe dans la partie un peu plus jazzée. OK? Les résultats, ça donnait quoi tout ça? Qu'est-ce que j'ai appris de mes gestionnaires? Bien, premièrement, pour vous donner une idée des types de situations où eux disaient « j'étais tiraillé », il y a vraiment différents types de situations. Les terminaisons d'emploi,
ou rétrogradation, tout ça, ça les dérangeait. Ça, même quand c'était pour vol ou pour fraude, il y avait un tiraillement parce que, bon, la personne perd quand même son emploi et tout ça. Dans le cas de changement opérationnel stratégique affectant les employés, là aussi, on voyait des fois des tiraillements de façon assez intéressante. Par contre, quand ils sont dans le mode stratégique, souvent le tiraillement vient juste à la fin, c'est-à-dire qu'ils essayent d'implanter leurs décisions stratégiques. Ça ne marche pas, les gens ne collaborent pas. Puis là, ils se rendent compte tout d'un coup qu'ils ont affaire à des êtres humains qui peuvent résister au changement. Puis là, ils se disent « Oups, peut-être qu'on a oublié de vraiment penser aux personnes. » Nous autres, on était vraiment dans l'amélioration de la performance, tout ça. Alors, c'est intéressant quand même que dans les changements opérationnels stratégiques, souvent, le souci d'autrui arrive pas mal tard dans le processus. OK? Ce qui est peut-être pas une surprise pour le grand monde ici. Ça se peut-tu? Oui. OK. Avec les clients, parce qu'idéalement, moi, je leur demandais surtout des situations avec les employés et les clients. Avec les clients, relation avec les clients pour les services, donc demande d'emprunt, ou même un des cas, c'était une reprise d'immeuble carrément pour quelqu'un qui n'était plus capable de payer. On a des changements opérationnels stratégiques aussi, fermeture d'un point de service, par exemple. Puis, une faute d'un client vis-à-vis la banque ou ses employés. Alors, mes cas de discrimination, entre autres, ou propos abusifs envers des caissiers ou des choses comme ça. OK? Je vous parlais des 58 décisions. Ce qui est vraiment important de comprendre, quand je vous dis que la DRP est importante, de comprendre tout le processus, regardez, on a quand même, par exemple, 3 situations qui ont demandé 4 décisions avant d'en venir à bout. On en a qui ont demandé 5, 6 et 7 décisions pour en venir à bout. Alors, généralement, dans la littérature, ce qu'on fait, on rapporte la décision qu'on a étudiée, souvent la dernière. Il y a eu congédiement. Il n'y a pas de souci d'autrui, il y a eu congédiement. Oui, mais ce qu'on ne regarde pas, c'est que 6 fois avant, il a donné une chance. Il a essayé de l'aider, il a essayé de le coacher, il a donné une autre chance, il l'a avisé. On ne regarde pas ça. On regarde juste une décision. Alors, pour moi, c'est d'autant plus important de vraiment regarder tout le portrait pour voir qu'il y en a qui essayent vraiment, mais à un moment donné, ils se rendent à un moment où, regarde, je ne peux plus rien faire. Là. OK? Exemple d'une situation, je vais juste vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Bougez pas, on va essayer de faire une petite manipulation ici. Si ça collabore, oui. Bon, regardons de quoi, et on va se faire un meilleur portrait de c'est quoi une situation. Alors, on a Brigitte ici, qui a une plainte d'un client par rapport à un de ses employés qui ne retourne pas les appels à temps, remplit pas les formulaires, les envoie pas au client à temps. Le client a besoin de financement. Il attend après ça pour partir un projet. C'est un client corporatif. Là, le client se plaint, il dit, « Garde, ton employé, là, ça ne marche pas son affaire. » Bon, alors elle, tout de suite, pour elle, elle se perçoit comme coach pour aider à mes employés à bien faire leur travail. Alors elle se dit, bon, j'ai un problème ici, j'ai un problème de bonne gestion de la qualité du service. Et qu'est-ce que je vais faire? Comme je suis une bonne coach, je vais lui donner une chance, mais je vais la coacher davantage. OK? Alors, c'est ma responsabilité en tant que gestionnaire de faire ça. Donc, je ne tape pas sa tête, là. Et le souci d'autrui, le type de souci d'autrui qu'elle a, c'est professionnel, lié à sa définition de son rôle. Dans mon rôle, la bonne pratique, un employé qui a de la misère, c'est de la coacher, de l'aider. Tout va bien jusque-là. Fait qu'elle ne congédie pas, elle ne donne pas d'avis disciplinaire. Non, non, je vais t'aider. Alors, c'est le type de souci qu'elle a. Elle a aussi un souci, évidemment, pour l'organisation, pour la qualité, là, OK, qui va sans dire. Maintenant, l'étape suivante, pas une, 2 nouvelles plaintes, pour les mêmes raisons. Alors, elle l'a coaché, elle a essayé de l'aider à améliorer ses méthodes. Toujours un problème de gestion de la qualité de service. Puis là, en réévaluant la situation, ce qu'elle se rend compte, c'est ouais, c'est pas juste qu'elle prend du temps à retourner ses appels, c'est parce qu'elle est vraiment désorganisée. OK, ça ne marche pas son affaire si elle était plus organisée. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette personne-là avait été promue, ça fait juste 2 mois à peu près, dans ces nouvelles fonctions-là. Elle avait plus de responsabilités, plus de contacts clients. Alors, bon, OK, elle ne sait pas comment organiser son travail, rendu à ce niveau-là, il faut qu'elle travaille autrement. Ma décision, j'ai un souci d'autrui toujours professionnel, lié à mon rôle de coach. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner une 2e chance. Je vais l'aider encore. OK? Donc, je vais coacher, mais un peu plus serré. Entre-temps, j'ai quand même de la frustration parce que je me dis, ça fait quand même 15 ans qu'elle est à la banque. OK, elle vient d'être promue à ce poste-là, mais
Elle devrait savoir mieux, mais malgré mes émotions de frustration, tout ça, regarde, je suis un bon coach, je vais lui donner une autre chance. OK? On passe ensuite de ça à la troisième décision. Ça ne va pas bien. 2 nouvelles plaintes. Encore des problèmes de clients et des clients différents, là. Alors là, le problème change de nature. Là, on voit le gestionnaire qui arrive pour dire, bien là, ça fait 2 fois, là. Puis je l'ai coaché, puis je l'ai aidé, mais regarde, comprends, là, tu n'as pas de l'air de faire les efforts qu'il faut. OK? Alors, on change de registre. Pour ceux qui connaissent les normativités, on passe beaucoup plus au niveau déontologique, là. OK? La qualité, il y a des politiques claires là-dessus, on a des objectifs à atteindre. Regarde, enligne-toi, là. OK? Alors, il n'y a plus de souci d'autrui, là, ici. Au début, là, il n'y a plus de souci d'autrui. On est vraiment dans « garde, fais-le, là ». Et tout d'un coup, on commence à évaluer la situation un peu mieux avant de prendre notre décision. Puis là, ce qui vient nous chicoter, « Ouais, mais c'est une employée monoparentale. Ouais, si elle ne s'améliore pas, on va aller de sanction disciplinaire à sanction disciplinaire, puis elle va perdre sa job. » Wow! Ouais, je suis inquiète un peu pour elle. Puis là, commencent les nuits un peu d'insomnie parce que, oui, c'est pas une mauvaise fille, mais bon, qu'est-ce que je fais avec ça? OK? Donc, stress, préoccupation du gestionnaire et souci d'autrui éthique à ce moment-là, donc une préoccupation pour le bien-être de cette personne-là qui commence à s'installer. On choisit quand même d'aller pour un avis verbal, donc première mesure disciplinaire, parce que bien, dans mon rôle de gestionnaire, quand le coaching ne marche plus, c'est là qu'il faut que j'aille. Hein? Je suis rendue dans un processus disciplinaire. Et finalement, on l'implante en mettant l'avis formel au dossier. Malheureusement, vous me voyez venir, ça n'a pas marché. Alors, encore d'autres plaintes. Et pire que ça, ça fait quand même, comme je vous disais, elle était nouvellement en poste. On est arrivé au bout du premier 6 mois, elle n'atteint pas ses objectifs de performance. Elle ne s'améliore toujours pas dans sa qualité de service au client. Alors là, on en vient au constat que, bien là, elle ne remplit pas son contrat de travail, là. Et là, on arrive dans le juridique, là. Elle a un contrat de travail, elle ne le remplit pas. Je fais quoi avec ça? Je suis en train d'évaluer et ce que je constate, c'est qu'elle n'est pas apte pour ce poste-là. Probablement qu'on n'aurait peut-être pas dû même lui donner cette promotion-là. Elle n'est pas à sa place. OK? Alors, comme gestionnaire, bien, ça fait partie des choses qu'il faut que je gère, là. C'est bien beau de dire c'est une bonne fille, puis... mais en même temps, le gestionnaire est dérangé parce que c'est une monoparentale. Comment on va faire pour faire vivre sa petite? Puis, je vais faire quoi avec ça? Je ne peux pas juste la mettre à la rue, là. Très préoccupée. Et comme je vous disais, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, parce qu'encore là, ce n'est pas une mauvaise personne, mais quand même beaucoup de stress, tout ça. Alors, le souci d'autrui éthique, je vais juste reculer un peu. L'employé est inapte pour le poste. Elle décide de retirer l'employé de son poste comme gestionnaire, et ça va revenir souvent dans leur discours. Rendu là, j'avais plus le choix. Il fallait que je la retire. Alors, elle décide de la retirer, mais dans son implantation, et c'est là que l'implantation est importante, elle dit, je ne vais pas juste la retirer et la mettre à rue. Mon souci d'autrui éthique est là dans l'implantation. Comment je peux faire pour minimiser les impacts négatifs de ma décision? Et c'est là que dans l'implantation en tant que telle, ce qu'elle va choisir de faire, et là, c'est vraiment exceptionnel. Comme gestionnaire, lorsqu'elle a décidé, on va la rétrograder. Je vais l'aider à trouver son nouveau poste dans l'organisation. C'est une grande banque, donc, mais je vais l'aider parce que là, elle passe un mauvais bout, on comprend. Je vais même, une fois qu'on a trouvé un poste possible pour elle, je vais parler au directeur avec qui elle irait travailler et je vais négocier avec ce directeur-là pour qu'elle ne baisse pas de salaire. Pourtant, elle est rétrogradée. Mais comme elle est monoparentale, j'ai négocié ça. De toute façon, elle serait rendue à ce niveau-là dans 3 ans. On peut-tu s'entendre pour qu'elle garde son salaire? C'est aller vraiment là, assez loin. Et c'est vraiment son souci d'autrui éthique qui la pousse à minimiser le plus possible l'impact. OK? Alors, mais c'est quand même, elle a quand même rétrogradé. Mais quand on voit tout le processus, on comprend qu'elle ait fini par la rétrograder. OK? Voyons comment, les grandes lignes de comment le souci d'autrui est intégré. Dans la décision, ce que j'ai vu dans tous mes résultats, donc, plusieurs formes. On a vu juste avec Brigitte,
Des fois, c'est un souci d'autrui éthique, des fois un souci d'autrui professionnel. J'ai vu dans mes résultats le souci d'autrui professionnel, juridique, déontologique et éthique. Je n'ai pas vu le souci d'autrui moral. Absolument pas. Aucune trace. Donc, l'idée qu'on a, et dans la littérature anglo-saxonne en éthique, c'est les modèles sur lesquels ils se basent pour faire leurs études empiriques, ça part du fait que les gens raisonnent de telle façon et y appliquent des obligations morales. J'en ai pas vu un seul. Alors, c'est intéressant, puis la littérature récente, d'ailleurs, même anglo-saxonne, commence à contester que ce n'est pas nécessairement ça qu'ils font quand ils font de l'éthique, là. S'ils ne fonctionnent pas par obligation. Alors, il y a une piste là qui est intéressante. Ce qui est intéressant aussi, puis ça, je vais aller un peu plus en détail, c'est que des fois, le souci d'autrui, il n'est pas là au début de la décision, puis il apparaît ensuite. OK? Alors, d'où l'importance de décomposer ça. Alors, si on regarde de quoi ça a de l'air, au niveau initial, quand il qualifie, voici quel type de problème que j'ai. J'ai, en fait, pour passer rapidement là-dessus, j'ai juste 22 décisions sur 58, donc moins que la moitié, qui n'ont aucun souci d'autrui initial. La plupart, il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans des situations où, dans l'ensemble de la situation, il y a eu un tiraillement. Hein? Alors, c'est normal qu'on retrouve un peu plus de soucis d'autrui à l'origine. Mais, bref, on a quand même plus de la moitié qu'à l'origine, il y a un souci d'autrui. Alors, donc, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que pour la plupart, c'est au niveau professionnel que ça commence. Un souci professionnel. Donc, comme bon gestionnaire, il faut que je tienne compte de mon monde, avoir une bonne équipe de travail, un bon climat de travail, aider mes nouveaux employés. Parenthèse. Quand on pense que c'est juste, je m'excuse, par l'éthique proprement dite, qu'on va aider le souci d'autrui, ça me dit que non, non. On peut-tu travailler sur leur perception de leur rôle? Il y a des liens. Il y a des liens par rapport à comment l'éthique s'intègre dans leur définition de leur rôle. Mais dans le très basic organisationnel, là, comment le gestionnaire définit son rôle, déjà ça a un impact, s'il va se soucier ou pas. Alors, si on est en train de toujours lui dire performance, 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 c'est la seule chose que tu as à faire, il ne faut pas se surprendre trop s'il n'y a pas beaucoup de soucis d'autrui, on se comprend? Alors, sa façon de définir son rôle, donc, est cruciale dans plusieurs cas. Et souvent aussi, les lois et la déontologie ont leur place aussi. OK? Alors, il y en a, là, je m'excuse, qui ne se rendront pas souvent au souci d'autrui éthique. Mais il y a quand même d'autres moyens d'encourager le souci d'autrui à l'intérieur de l'organisation. Lors de l'évaluation, la période où on regarde, bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire, ce qui est intéressant, c'est que qu'il y ait ou pas un souci d'autrui à l'origine, au début de leur décision, il y en a un additionnel qui peut s'intégrer ici. Et dans tous les cas, il était de nature éthique. Donc, dans tous les cas, je suis en train d'évaluer, et là, je prends conscience des conséquences possibles sur la personne, et là, ça se met à me préoccuper, puis à me tirailler. OK? Alors, c'était toujours un souci d'autrui éthique. Donc, Brigitte, par exemple, dans sa troisième décision, même si elle est en train de regarder au niveau déontologique, il y a un manquement aux politiques de qualité, écoute, tu n'as pas de l'aide à prendre, mais quand elle commence à regarder qu'est-ce qu'elle pourrait faire, là, elle commence à se sentir mal. OK? De l'empathie pour la personne monoparentale, etc. Alors, c'est intéressant de voir que ça continue, là. Un peu partout dans le processus, ça peut arriver. Pendant qu'on est en train d'évaluer, c'est sûr qu'il n'y a pas juste le souci pour la personne. Il y a aussi le souci pour l'organisation. Hein? Rentabilité, performance, rétention de clients, c'est bien sûr. Et parfois, le souci pour soi aussi. Dans certains cas, c'était des décisions où, par exemple, un gestionnaire qui n'était pas en poste depuis longtemps, là, il disait, bien, garde, là, avec ce qu'elle vient de faire, là, hey, c'est pas bon pour mon image. Moi, mon conseil d'administration va trouver que je ne sais pas gérer mon monde. Il se sentait très attaqué personnellement. Ça a eu un gros impact dans sa décision aussi. Alors donc, plusieurs types de soucis qui peuvent être présents en même temps. Quand j'ai regardé sur l'ensemble des 58 décisions, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a juste en 28 % qui avait juste un souci organisationnel. OK? Il y en a où il y avait aussi un souci pour soi, c'était mineur, où il y avait les trois formes de soucis, mais surtout, le souci organisationnel et le souci d'autrui arrivaient très souvent. Il ne faut pas oublier qu'on est dans des situations où il y a un impact sur autrui, où on est tiraillé, mais quand même, c'était clair pour les participants. Ce n'est pas moi qui a
déchiffrer ça. C'était clair pour eux qu'il y avait une tension là. OK? Lors du choix de la solution, ce qui est très important, c'est que ça a été priorisé dans plusieurs décisions, mais rarement dans la décision finale. Donc, quand je vous disais, le gestionnaire souvent va donner une chance, essayer de l'aider, mais quand on arrive à la fin de la DRP, de l'ensemble de la situation où il y a rétrogradation, congédiement, reprise d'un immeuble ou quoi que ce soit, c'est parce que rendu là, on considère que l'impact sur l'organisation va être trop grand, puis on coupe. OK? Alors, mais pour moi, ce qui est vraiment important dans cette recherche-là, c'est de voir toutes les chances qu'on donne avant d'en arriver là, ce qui n'est pas du tout l'idée qu'on a hein, quand on pense au gestionnaire dans le contexte actuel. Et finalement, lors de l'implantation, c'est de voir que même dans des décisions, comme par exemple Brigitte, sa dernière décision, où là, regarde, elle n'est pas apte à faire sa job. Mais quand elle vient pour la rétrograder, l'enlever de son poste, il y a encore un souci d'autrui qui peut apparaître. Même s'il n'était pas là, dans toute son analyse est inapte, il n'y avait pas de souci d'autrui. Puis là, tout d'un coup, quand elle commence à voir les conséquences si elle la retire de son poste, là, le souci d'autrui, préoccupation, et là, on ajuste pour minimiser les conséquences. Et ça, là, si vous en trouvez d'autres endroits où on en parle dans la littérature, dites-le moi, parce que moi, j'en ai pas trouvé. Et pourtant, c'est tellement important hein, que même si on n'a pas le choix, comme ils disent, rendu à un certain stade, on peut quand même atténuer les conséquences de ce qu'on fait sur autrui. Nos résultats aussi nous disent que le contexte est important, mais pas de la façon qu'on l'étudie traditionnellement. Traditionnellement, on dirait, OK, s'il vient d'une banque, c'est ça, s'il vient d'une coop, c'est ça. Il faut vous dire, bien franchement, j'ai vu très peu de différence entre les banques et la coop financière. Là où j'ai vu une différence, c'est entre les gestionnaires qui pensaient qu'ils étaient là juste pour gérer de la performance, puis ceux qui géraient des personnes. Leur perception de leur rôle et leur perception des valeurs de l'organisation. Ils ont beau faire partie de la même grande organisation, il y a des variations assez importantes. Okay? Donc, quand on essaie, nous, d'encourager le souci d'autrui, ça veut dire que c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, ça. Comme gestionnaire, tu es quoi? Dans quelle mesure le souci d'autrui est important? Okay? C'est quoi les valeurs, au lieu de juste les afficher sur le mur? C'est quoi vraiment, est-ce que nos valeurs nous permettent ça, du souci d'autrui dans nos fonctions ou pas? C'est important dans notre culture ou pas? Alors, ce qu'on voit ici, c'est que c'était très important dans les résultats qu'on a eus. Il y avait aussi des conflits de rôle. Je ne vais pas tout lire ça, mais juste vous dire que Brigitte, c'est encore un cas de Brigitte, où, écoute, je l'ai aidé, ça ne s'améliore pas, je ne peux pas rien faire. Mon rôle de gestionnaire fait en sorte que je n'ai pas le choix. Et plusieurs gestionnaires nous disaient, il faut que je mette mon chapeau de gestionnaire rendu là. Versus, mais je me sens encore mal, c'est une monoparentale, je ne suis pas bien avec ça, des fois j'ai été plusieurs nuits sans dormir. Alors, il y a comme un conflit de rôle entre moi comme être humain, qui essaye d'être humain, puis moi, bien, dans mon rôle de gestionnaire, c'est ça qui semble que je dois faire. Et cette dissociation-là, pour moi, est très importante. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour l'humain dans la gestion. C'est-tu vraiment ça qu'on veut? Alors, mais cette dissociation-là dans la tête des gestionnaires, elle est très claire. OK? Alors, pour moi, c'est une piste là, qu'on aurait avantage à poursuivre. Ceux qui sont intéressés au conflit de rôle, d'ailleurs, on pourrait parler à Luc, il y a un livre qui s'en vient là-dessus, où justement, il va y avoir un chapitre qu'on a mis pour les gestionnaires, mais différentes autres professions aussi. Alors, j'ai bien hâte de le voir, moi aussi, ce livre-là. Moi aussi. Il s'en vient. Cet hiver, quelque part. Puis finalement, au travers de toute la démarche, comment ça évolue? Bien, comme on a vu avec Brigitte, il y a des périodes où il y a du souci d'autrui professionnel, puis whoop, il disparaît, puis là, il n'y a plus de souci. Puis là, d'un coup, le souci d'autrui éthique s'en vient, puis là, whoop, il disparaît lui aussi, puis il réapparaît. C'est très en mouvance. OK? Alors, c'est important de comprendre aussi qu'est-ce qui fait. Qu'est-ce qui fait plus que ça bouge, ça apparaît, disparaît? On est en train de continuer à analyser les résultats, mais il y a différents facteurs contextuels. Les émotions sont très importantes aussi. Alors, on est en train d'essayer de raffiner les données à ce sujet-là, mais ce n'est pas quelque chose de statique et ce n'est surtout pas juste une prédisposition. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Ben, je peux vous dire qu'entre autres, une des gestionnaires, celle qui est venue, les larmes aux yeux, j'aurais jamais pensé ça d'elle. C'était la rough and tough, puis moi je gère, puis... Mais quand elle arrive dans vraiment quelque chose qui l'a touchée, là, après avoir fait son petit dessin, puis les larmes aux yeux, moi-même, j'étais un petit peu tout croche. Mais c'était très touchant de voir quelqu'un, pourtant,
qui n'a pas l'air d'en avoir d'émotion, peut en arriver à ce point-là, à se soucier de l'autre. C'était vraiment très, très touchant. Et surtout que chaque gestionnaire a intégré le souci d'autrui dans au moins une des décisions de l'ensemble de leur DRP. Des fois juste dans une, des fois juste dans la finale, dans l'implantation de la finale. Mais dans une situation où ils se disent tiraillés à cause de l'impact, ils intègrent une forme de souci d'autrui au moins une fois. OK? Fait qu'il semble vraiment avoir un lien entre les deux. Finalement, rapidement, les contributions, bon, au niveau théorique, c'est quoi le souci d'autrui? Déjà de raffiner ça, d'ajouter le professionnel. Démontrer qu'il y a 4 formes de souci d'autrui qu'on a vues, mais que la morale, on ne sait pas trop où est-ce qu'elle est. Ceci dit, ça peut être juste le fait du type de questions qu'on a demandé. On demandait des situations qui avaient l'impact sur autrui. Si ça avait été des situations, par exemple, qui touchaient plus à l'honnêteté, peut-être qu'on aurait vu apparaître l'application d'obligations morales. Si on avait été dans le secteur de la santé, peut-être qu'on aurait vu apparaître. Alors, dans les projets futurs, c'est vraiment d'aller voir d'autres secteurs pour aller voir justement est-ce qu'il y a vraiment des différences. Mais ce qui est intéressant, c'est que la littérature récente nous dit, pas si sûr que ça, qu'on applique des obligations morales quand on essaie de prendre des décisions éthiques, et ça semble un petit peu confirmer ça. OK? Ça introduit le phénomène méconnu de l'implantation de la décision, qui peut avoir un souci de l'autre dans l'implantation, comme je vous dis que je n'ai pas retrouvé dans la littérature. Alors, c'est important de voir que ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Et d'ailleurs, dans les modèles, certains d'entre vous connaissent peut-être le modèle de Georges Legault au niveau de la prise de décision. Moi-même, je me suis fait un modèle tiré de ça avec d'autres contributions. Et ma question cruciale à la fin, c'est comment peux-tu minimiser les impacts négatifs de ta décision? Puis je dis toujours à mes étudiants, tu n'as pas fini l'exercice tant que tu n'as pas fait cette étape-là. Parce qu'il y a toujours une façon de minimiser un peu. Ça démontre l'importance de tenir compte de toute la DRP, ce sur quoi j'ai déjà touché. Puis l'application de pratique des normativités, comme je dis, j'en ai pas parlé beaucoup, mais s'il y en a qui sont intéressés, là, on pourra s'en parler davantage. Pratique pour augmenter le souci d'autrui chez les gestionnaires. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a des attentes auxquelles il faut répondre. Développement durable, responsabilité sociale, éthique, attentes beaucoup plus élevées. On peut faire quoi? On a-t-il une prise là-dessus? Oui, à mon avis. D'une part, en les sensibilisant à leurs approches normativité, encore là, pour ceux qui sont plus intéressés sur la question, on pourra en revenir, mais de vraiment les faire réfléchir sur les décisions qu'ils ont prises. Puis, tu as regardé quoi? Tu as décidé quoi? Tu n'as pas pensé à regarder ça? C'est quoi ta façon habituelle de décider en tant que telle? Ouvrir un peu sur comment ils décident. Mais c'est plus que ça, parce qu'en éthique, déjà en intervention dans l'entreprise, plusieurs d'entre nous, on travaille beaucoup la prise de décision là-dessus. Mais moi, je dis que c'est plus que ça. Travailler la perception de leur rôle. Que ça inclut, c'est légitime d'inclure le souci d'autrui, même quand il y a des impacts sur l'organisation. OK? Que c'est important de leur faire prendre conscience que ce n'est pas juste « ah bien ça, c'est personnel, c'est mes petites émotions, mais dans mon rôle de gestionnaire, je mets mon chapeau, puis je me le descends jusqu'aux oreilles, puis les émotions, je les oublie. » On peut-tu intégrer ça dans notre conception de gestion? OK? Parce que vraiment, il y a un gros, gros malaise. J'ai la moitié des gestionnaires que j'ai interviewés, donc 10 sur 20, qui sont venus me dire « Écoutez, j'arrive à un moment donné où j'ai plus le choix. Puis je suis pas bien avec ça, là. Je dors pas, là. Mais j'ai plus le choix. » Bien, ça peut être autre chose que juste une préférence personnelle. Ça peut être légitime d'en tenir compte. Encourager aussi les gestionnaires à choisir au niveau de l'implantation des moyens qu'ils peuvent minimiser. OK, c'était peut-être dans un cas où il y a trop d'impact pour l'organisation, mais ceci dit, pense à ta façon de le faire. D'après moi, c'est les 3 zones où on peut agir dans l'organisation pour vraiment encourager le souci d'autrui. Puis dans les pistes futures, bien c'est ça, c'est d'élargir les contextes, aller voir en santé, aller voir au niveau gouvernemental. Pour moi, pour pouvoir poursuivre la réflexion, ça va vraiment être l'essence de ce que j'entends faire par la suite, puis même de faire des études comparatives, d'essayer de comprendre les différences. Étudier aussi des décisions en temps réel. Là, je les faisais, je leur demandais bien, dans les 2-3 dernières années, mais je veux regarder un peu plus des décisions en temps réel dans mesure du possible, c'est vraiment pas évident, puis explorer davantage le rôle des émotions. Parce que ce qu'on voit au niveau, juste l'empathie, la compassion, ça marche comment? C'est là-dessus que je suis en train de travailler dans le moment, là. Puis le travail émotionnel.
Travail émotionnel, c'est le concept de des fois, on est forcé de soit cacher des émotions ou d'exhiber des émotions qu'on n'a pas. Hein, la serveuse au restaurant qui vous fait un beau sourire de toutes ses dents, mais moi, jusqu'à hâte de finir son shift. Mais ça fait partie de sa job de sourire. Bien, dans la plupart des milieux, le gestionnaire, ça fait partie de sa job de ne pas avoir d'émotion. Ils en ont pareil. Puis ça les travaille. OK? Alors, de regarder ça un petit peu plus, particulièrement quand ils sont en conflit de rôle entre ce que, comme être humain, ils voudraient faire, puis ce que leur rôle de gestion leur demande.